Bonjour Anne Adam. Bonjour. Alors le suicide, comme vous le savez bien, a été pénalement condamné pendant des siècles. C'est plus le cas aujourd'hui. Personne ne va le regretter, j'imagine. Mais il est passé donc du paradigme du crime ou de la faute morale à celui de la pathologie. C'est en tout cas vrai pour les enfants et les adolescents. On peut discuter pour les suicides des personnes très âgées, très malades, etc. Mais en tout cas, pour les enfants et adolescents, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Mais si on parle de pathologie, quand on est malade, ce n'est pas une question de choix. Donc, si le suicide est une pathologie, on peut penser qu'il faut que le suicide puisse être le fruit d'un libre choix. Alors, la question qui se pose, bon, il y a d'abord une question générale, est-ce qu'on peut choisir de mettre fin à ses jours? Mais surtout en ce qui concerne les enfants et les adolescents suicidaires, est-ce qu'on peut vraiment parler de choix? Et si oui, de quel type de choix? Je crois que c'est vraiment important, en tout cas, de considérer la complexité de la question et vous l'amener avec toutes ces dimensions complexes. C'est-à-dire, il y a une violence dans l'idée de mettre fin à ces jours qui a poussé probablement à aller sur cette pente de pouvoir juger l'acte, comme ça a été fait pendant des siècles, effectivement. Le ranger exclusivement de la côté de la pathologie serait probablement une erreur également, parce que ce serait évincer en fait toute une partie qui serait propre à l'existence et à la douleur d'exister, qui est vraiment ce que je peux rencontrer en clinique. Donc, la population des enfants et des adolescents nous oblige cependant à vraiment considérer et à exclure toute pathologie qui serait associée et qui entraînerait une perception de la réalité qui serait un peu biaisée et puis qui fait qu'on irait plus facilement vers le passage à l'acte suicidaire. Néanmoins, je trouve intéressant et stimulant de savoir et d'oser poser cette question du choix. Je m'appuie sur Jacques Lacan, qui était un psychiatre français et puis qui parlait, pour expliquer la causalité psychique, de l'insondable décision de l'être. C'est-à-dire, il s'est posé la question de savoir quelle est la cause des maladies mentales, du fait qu'il y ait une expression mélancolique, qu'il y ait des passages à l'acte dans certaines situations. Et en parlant de l'insondable décision, je trouve qu'il souligne la dimension impossible à cerner complètement de ce qui fait qu'un être va décider de mettre fin à ses jours et les multiples facteurs qui peuvent être liés à ça. Ça veut dire qu'à une même cause, à une même situation, à une même vie douloureuse, on n'aura pas nécessairement une solution suicidaire. Donc nous, la façon de traiter un petit peu et puis de rassembler cette idée qu'il y a une partie qui doit être prise en compte du côté de la pathologie et une partie qui doit être prise en compte du côté de l'existence, ça va être de s'appuyer en fait sur un mot un mot d'esprit d'un adolescent qui disait que le suicide c'était une mauvaise réponse à une bonne question. Et j'estime que notre travail, c'est précisément de donner de la valeur à la question initiale qui fait que le sujet a été tenté d'y répondre par le suicide, par la tentative de suicide. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de dire cette question vaut la peine, et c'est pas de trouver une réponse justement, mais c'est plutôt de pouvoir déjà l'énoncer, cette question, et peut-être d'amener d'autres questions encore qui sont du côté de la vie. Et quand vous parlez, en citant Lacan, d'insondable décision, c'est insondable pour la personne elle-même, pour l'adolescent lui-même, ou c'est insondable pour le thérapeute ou la personne qui est en face de lui, ou son entourage? Alors, c'est important effectivement de signaler qu'un adolescent tout seul, ça n'existe pas. Un enfant tout seul, ça n'existe pas. Là, je paraphrase Winnicott, qui disait qu'un bébé tout seul, ça n'existe pas. Mais en réalité, c'est vrai pendant une bonne partie de l'existence, en tout cas dans cette période de développement qui va jusqu'à l'adolescence et jusqu'à pouvoir devenir responsable, donc pouvoir devenir adulte. Donc oui, il faut inclure dans ce côté d'insondable des ingrédients, entre guillemets, de l'alchimie qui pourrait malheureusement aller vers des tentatives de suicide, une prise en compte nécessaire qui va au-delà de l'adolescent lui-même, mais qui doit aussi s'intéresser à cet environnement, donc à la famille. Et puis, il s'agit aussi, pour le thérapeute, de voir comment il va traiter ça
bon, il est évident, enfin soyons clairs, je suis du côté de la vie, je suis médecin, donc il est clair que mon parti est proche de considérer qu'il y a un malentendu derrière cette idée de la tentative de suicide, et en cela je vais me différencier du philosophe. Donc je ne vais pas laisser place, quand je rencontre un adolescent, à la possibilité d'un choix philosophique. C'est ça. Oui, tout à fait. Et bon, pour reprendre l'autre formule que vous avez citée, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. La bonne question, est-ce qu'on peut dire ce que c'est? Est-ce qu'il y a une typologie des bonnes questions? On connaît les ingrédients, enfin, c'est-à-dire ce à quoi doit faire face l'adolescent quand il grandit. On sait effectivement en particulier qu'il y a cette puberté, donc il y a un corps qui devient sexué, qui s'affirme, qui va changer pour l'adolescent qui les subit une représentation du monde, mais qui va aussi changer le regard que les personnes ont sur lui. Donc on sait que là, il y a quelque chose qui va être du côté du qui je suis, qui est une question vertigineuse, existentielle, qui va être bousculée. Donc dans cette question, il y a fatalement de l'angoisse qui peut s'exprimer là. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'il y a l'enjeu de la sexualité qui est aussi très présent, c'est-à-dire que tout d'un coup, la sexualité active devient possible, la sexualité vers l'autre, la question de savoir vers quelle sexualité on va s'orienter, la question aussi qui peut être là, c'est l'identité de genre qui peut être très présente aussi. Donc des questions qui donnent le vertige et sur lesquelles les réponses sont difficiles à donner. Puis après, il y a beaucoup d'autres questions. Il y a des questions autour de quelle place on va trouver dans la société, quelle place on peut avoir dans une classe, qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans une situation où on est harcelé, qu'est-ce qui fait que... Enfin, voilà, ou les drames de l'existence, c'est-à-dire des deuils auxquels il faut faire face, ou des parents qui se séparent d'une manière extrêmement conflictuelle, ou des échecs au niveau de l'école. Enfin, il y a plein de raisons comme ça extérieures qui sont pour nous des facteurs de crise en fait, de la tentative du suicide. Il y a donc une multiplicité de bonnes questions. Il y a une multiplicité de bonnes questions, mais ce n'est pas toujours facile de la pointer. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver en disant mais en fait c'est de la faute de ma mère. Voilà, si elle ne m'avait pas parlé comme ça, ou si l'enseignante de mathématiques ne m'avait pas mis 3. Enfin, ça peut commencer sur quelque chose qui paraît très trivial. Et il s'agit en fait, de leur permettre de dire « je ». À partir du moment où ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui leur appartient dans ce qui leur arrive, eh bien, on sait qu'on peut justement remonter le fil de la question qui les préoccupe eux. C'est ça, d'accord. Il y a une autre chose qui est assez frappante lorsqu'on parle de suicide ou tentative de suicide des adolescents et des enfants, c'est la différence entre les filles et les garçons concernant le passage à l'acte. Il semble que, enfin, vous allez me préciser ça tout de suite, mais que les garçons passent beaucoup plus souvent à l'acte que les filles. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on l'explique? Alors, c'est une donnée épidémiologique, donc on ne peut pas la remettre en question, c'est un fait. Il y a plus de suicides chez les garçons que chez les filles, chez les hommes que chez les femmes, mais ça n'est pas une vérité universelle. C'est important de situer qu'au Japon, c'est l'inverse. Qu'en Corée, c'est aussi l'inverse. Qu'en Asie du Sud-Est, en général, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les femmes. Chez nous, c'est à peu près stable, de 70 à 80% de la population des adolescents qu'on reçoit, ce sont des filles. Et on a un rapport qui évolue, mais disons une fille pour 4 garçons, une tentative un suicide chez les garçons. Je ne saurais plus comment redire le chiffre là, mais il y a effectivement plus de suicides chez les garçons que chez les filles. Alors, moi, ça m'amène à penser les choses en termes d'un rapport différent entre le féminin et le masculin sur la question du manque, c'est-à-dire quelque chose d'un peu structurel, je dirais, chez l'humain, c'est qu'il a le sentiment qu'il lui manque quelque chose pour être heureux, pour réussir, pour parler comme il faut, ou plein de choses. Et ça entraîne une souffrance, ça entraîne de l'angoisse. Et dans ce rapport au manque, il y a plusieurs options. Il y a l'option de la demande d'aide et de pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et visiblement, les femmes, les filles s'autorisent davantage en fait, à pouvoir utiliser cette solution-là. Chez les garçons, face à quelque chose de douloureux de ce côté-là, du côté du manque,
la demande n'est pas la première voie choisie, mais c'est plutôt quelque chose qui va passer par le corps, donc qui va faire taire en fait cette douleur et qui ne va pas passer par l'autre, donc qui ne va pas passer par une demande à quelqu'un et qui va être plutôt de prendre des substances, donc du côté de l'addiction, ou d'avoir des conduites sexuelles à risque, ou d'avoir mais quelque chose qui court-circuite justement tout à fait l'autre. Donc une des hypothèses, c'est qu'il y a quelque chose de plus compliqué peut-être du côté du masculin pour venir demander de l'aide. Et les dimensions qui expliquent cela, j'ai essayé d'en amener quelque chose du côté de ce rapport au manque qui est différent entre les garçons et les filles, mais d'être attentif quand même que ce n'est pas la même chose partout dans le monde, puis que du coup il y a peut-être un aspect sociologique culturel, à prendre en compte. Ouais. Tout à fait. Donc les garçons, effectivement, semble-t-il, demandent moins. Est-ce que ça veut dire que... Bon, ils passent plus à l'acte, mais est-ce que ça veut dire que le malaise est différent d'un genre ou d'un sexe à l'autre, ou est-ce qu'on a des données là-dessus? Alors, on a vraiment en pratique clinique une expressivité des troubles assez différente. Donc c'est vrai que on intervient quand les garçons viennent dans des situations où il y a souvent eu déjà une tentative de suicide qui peut être grave, et puis où il y a quelque chose où l'usage de la parole est plus compliqué en fait pour les garçons que pour les filles. Donc voilà, c'est surtout ce point que je vois comme assez différent dans l'expression. Et puis on a en fait, mon hypothèse, c'est quand même que la souffrance, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas distribuée de manière équitable, en fait, entre les garçons et les filles. Et ce qui va rester, pour moi, vraiment ce facteur qui va faire qu'on voit plus de filles, c'est vraiment sur ce rapport au manque, quoi. Ce rapport à la demande, ce rapport au langage que je trouve vraiment... Oui, le rapport au langage, peut-être parce que, bon, sans avoir de données chiffrées, on a l'impression que les filles parlent plus que les garçons, hein, de manière très générale. Et donc ça voudrait dire que dans le fond, effectivement, comme vous le soulignez, dans le fond, quand le garçon ou la fille éprouve un malaise, ça va prendre d'autres voies d'expression, d'une certaine manière. Oui, ça va prendre par exemple cette voie addictive dont je parlais, et, enfin, voilà, où il y a plus d'addiction aussi chez les garçons. Ce qui est intéressant quand même dans ce qui se passe actuellement, c'est dans cette crise du Covid où en fait on voit les demandes qui explosent, les demandes d'aide qui sont très importantes. Et je me dis que là, il y a peut-être quelque chose qui fait que les gens parviennent à être mieux connectés en fait avec ce qui ne va pas et peuvent être prêts, après avoir vécu ce sentiment d'impuissance que nous avons tous partagé sur mais qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce qui nous arrive, une capacité à justement aller demander de l'aide plus volontiers. En tout cas, c'est le message un peu d'espoir que j'aimerais bien amener sur ce fait que oui, on a beaucoup de travail quand on est psychiatre actuellement en 2023. Tout à fait. Merci beaucoup, Annette Dan, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de vos questions. Bonjour, Panteleimon Giannakopoulos. Bonjour. Alors, le suicide, disait Rousseau, c'est un vol fait au genre humain. Et c'est là que l'expression d'une condamnation assez généralisée du suicide en Occident. Actuellement, le jugement se nuance, surtout pour les vieillards malades et en fin de vie, ce qui fait d'ailleurs écho à une réplique d'Euripide du temps des Grecs, disait-il que le devoir des vieillards, disait-il, serait bien plutôt de mourir, de déguerpir, en laissant place nette pour les jeunes. Alors, pourquoi cette exception des vieillards quand on parle du suicide? Et puis, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une exception? Alors, je ne pense pas qu'il s'agit d'une exception, mais l'intérêt, ou en tout cas la permissivité qu'on peut avoir par rapport à l'idée du suicide de la personne âgée est liée à notre propre imagination autour des affres du vieillissement. Qu'est-ce que cela veut dire de vieillir? Qu'est-ce que cela veut dire perdre ses forces? Et donc, on devient plus permissif à l'idée que quelqu'un peut tirer sa référence à l'âge avancé pour ne pas subir ce que nous craignons que nous-mêmes, on va subir. Donc, il n'y a pas véritablement une exception, il y a simplement une autre perception en lien avec la trajectoire diachronique de l'être humain. D'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi que, dans le fond, on peut penser qu'un jeune, il a toute la vie devant soi. Un vieillard, il a la vie derrière soi.
Et donc, de certaine manière, que le vieillard, s'il met fin à ses jours, il perd beaucoup moins que perdrait un jeune. Est-ce que ce genre de raisonnement, d'après vous, joue un rôle? Sur un plan sociétal, certainement. D'ailleurs, cette réflexion-là, on la voit aussi au niveau des soins. À un certain moment, quand on donne une priorité pour soigner des personnes plus jeunes, avec une perspective de vie et de réalisation beaucoup plus grande. À un niveau individuel, n'est pas valable, parce qu'au niveau individuel, la personne âgée a une réflexion qui lui est propre et sa propre temporalité ne peut pas être mesurée avec la balance, en utilisant la balance des années de vie qui lui restent par rapport à une personne jeune. Mais sur le plan sociétal, clairement, c'est qui explique le pourquoi on est globalement beaucoup plus ouvert à imaginer qu'une personne âgée disparaisse, et même de manière volontaire par rapport à une personne jeune. D'ailleurs, dans la plupart des lois, enfin pas en Suisse, hein, mais dans la plupart des lois des pays européens qui ont dépénalisé l'euthanasie ou l'assistance au suicide, c'est réservé à des personnes malades en fin de vie, d'une certaine manière. Hein. Ce n'est pas du tout une permissivité générale. En fin de vie ne veut pas dire nécessairement personnes âgées, ça veut dire personnes malades qui peuvent être en fin de vie. Alors, il faut dire aussi qu'on s'est habitué à un élément épidémiologique important, c'est-à-dire que le nombre de suicides des personnes âgées est assez important, c'est une tranche d'âge très exposée à cela, et il faut dire qu'ils sont si je peux utiliser ce terme, sont des suicides entre guillemets réussis, c'est-à-dire que ce ne sont pas des tentatives de suicide uniquement. Il y a un grand pourcentage des suicides qui aboutissent. Donc on s'est habitué à l'idée qu'il y a ce pic de suicides à l'âge avancé. On peut donner différentes explications et qui ne sont pas uniquement liées à une maladie physique. La maladie physique, c'est un aspect, un volet, mais n'est pas nécessairement le volet prédominant dans ce contexte. C'est ça. Bon, heureusement, enfin, semble-t-il, toutes les personnes âgées ne mettent pas fin à leur jour. Hein. Donc il y a sans doute des facteurs qui prédominent, des facteurs de risque. Est-ce qu'on les connaît, j'imagine? Quels sont les principaux? Alors, il y a des éléments de base démographiques, c'est-à-dire clairement les hommes sont plus exposés que les femmes à passer à l'acte, et donc on sait qu'il y a une prédominance des suicides masculins, probablement parce que les hommes souffrent beaucoup plus de détérioration d'une image sur un plan narcissique. C'est plus compliqué d'imaginer perdre ses forces, et en tout cas ils sont moins bien armés par rapport à ce type d'évolution. Il y a un autre élément qui pèse sur la balance, qui est ce qu'on appelle l'isolement socio-affectif, c'est-à-dire la personne âgée qui se retrouve privée de l'alimentation psychique qui est donnée par un entourage, par les liens sociaux. L'absence de lien social est un élément qui a été très fréquemment associé à une augmentation du risque de suicide. Les maladies physiques, notamment chroniques, incurables, qui affectent la qualité de vie, sans aucun doute, c'est un élément qui pèse sur la balance, est un facteur de risque. Et un autre facteur de risque, qui n'est pas différent par rapport au sujet jeune, mais qui est encore plus important, c'est la dépressivité sous différentes formes. C'est la dépression comme on la connaît sur le plan clinique, c'est-à-dire les personnes qui peuvent même être hospitalisées pour des symptômes dépressifs, mais aussi cette humeur morose au long cours et avec un sentiment, je dirais, de détresse et d'absence d'espérance qui est associé, qui a été associé avec une augmentation du risque de suicide. Après, pour vous donner un exemple assez classique, hein, c'est-à-dire on a observé au pays de l'Est une augmentation du nombre de suicides après la chute du mur. Pour quelle raison? Une raison, c'est peut-être une meilleure quantification, mais aussi parce que c'est des populations qui ont été beaucoup plus rapidement paupérisées, étaient protégées sur le plan financier, sur le plan social, et ils ont perdu cette protection de manière brutale. Donc il y a des facteurs qui sont démographiques, sociaux et aussi individuels qui jouent un rôle. Il y a un côté paradoxal peut-être, enfin vous me le direz, si vous dites que les hommes se suicident plus que les femmes, mais en même temps, l'isolement social devrait toucher plus les femmes puisqu'elles sont veuves ou du moins survivantes beaucoup plus souvent que les hommes. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est le grand avantage des femmes, c'est qu'elles sont en lien avec la possibilité de rebondir et des ressources psychiques par rapport à ce qui est la dévalorisation inhérente à certaines aventures de l'âge avancé, qui est beaucoup plus importante que chez les hommes. On sait aussi qu'elles peuvent réformer beaucoup plus facilement des communautés entre elles, et de support, de soutien, les hommes beaucoup moins.
Un autre élément qui joue un rôle, on en parle rarement, mais c'est un élément important, c'est l'utilisation de substances. L'utilisation de substances qui est importante à l'âge avancé pour les hommes, de manière prédominante pour les hommes, notamment de l'alcool. Et on sait très bien que l'alcool, c'est un des facteurs qui est un facteur prédisposant, extrêmement puissant par rapport au passage à l'acte suicidaire à l'âge avancé. Ce qui peut aussi paraître paradoxal, parce qu'on dit que l'alcool est un anxiolytique. Pas seulement, pas seulement. Est anxiolytique à de petites doses. Après un certain moment, il y a aussi un effet dépressiogène extraordinairement important, notamment chez la personne âgée. Donc, au début, très fréquemment, une personne âgée va vous dire « mais c'est une manière de calmer mon inquiétude, de m'anesthésier », mais par la suite, il y a un effet d'induction, d'une baisse de l'humeur très importante. Et donc, on le sait bien, hein, c'est que les personnes qui ont une dépendance de l'alcool et se retrouvent à l'âge avancé sont des personnes qui sont très exposées à un passage à l'acte suicidaire. D'accord. Donc, là, vous nous donnez des pistes quasiment pour prévenir le risque ou pour une détection plus précoce du risque suicidaire. Est-ce qu'on est efficace sur ce point-là ou... Enfin, d'abord, est-ce que c'est vraiment désirable de faire diminuer le suicide des personnes âgées, vu qu'on parle souvent parfois de suicide rationnel ou de suicide philosophique? Et deuxièmement, si c'est désirable, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Ce qui est désirable et ce qui est souhaitable, c'est de pouvoir séparer ce qui peut être une position de vie qui peut amener jusqu'à la mort et ce qui peut être une maladie. Un premier élément, c'est très important, c'est-à-dire la détection des situations qui sont des situations cliniques à risque est une priorité de santé mentale pour les personnes âgées. Un deuxième élément, comme société globalement, c'est de pouvoir garantir que des facteurs précipitants ne sont pas présents. Ce qui veut dire la question de l'isolement socio-affectif en est assez important. C'est-à-dire dans quelle mesure une société peut s'occuper de ses aînés et dans quelle mesure les liens familiaux restent présents à cet âge-là. Il y a des réalités qui sont très fluctuantes, très différentes en fonction des pays, en fonction des cultures. Il y a des choses qui ne vont pas changer, bien évidemment, quand je fais référence typiquement à la prédominance masculine ou encore à la question de l'alcool. On peut conseiller les personnes âgées par rapport à ça, on peut les accompagner par rapport à la question de l'alcool, mais on ne peut pas nécessairement avoir une position qui est moralisatrice là-dessus. Donc on ne peut pas dire que l'objectif, je dirais que pour aucune tranche d'âge, c'est de se mettre dans la position où un suicide doit être évité à tout prix. Simplement, ce qui est important, c'est qu'une décision qui peut être une décision de ce type-là ne soit pas la conséquence d'une maladie psychiatrique ou d'une privation du lien social. Ça, je pense que c'est des éléments importants sur lesquels on peut travailler. Dans les débats autour, justement, j'ai déjà dit un petit mot de l'assistance au suicide, il y a certains auteurs, certains psychiatres, je crois notamment, ont pris la position de dire que toute velléité de suicide ou toute attitude suicidaire, est le fruit d'une maladie mentale, d'une dépression. D'après ce que vous dites, je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais peut-être vous pouvez préciser. C'est une discussion importante, difficile, qui a eu lieu pendant de longues années et qui continue à exister, c'est-à-dire dans quelle mesure le passage à l'acte suicidaire est un fruit d'une maladie psychiatrique explicite ou implicite, in utero, qui existe. Alors, dans mon parcours quand même de 30 ans de psychiatre, je dirais que j'ai vu des personnes âgées qui n'avaient pas ce type de pathologie, qui n'avaient aucune pathologie. Ce n'est pas la majorité, clairement pas la majorité. Donc, ce n'est pas une obligation qu'il y ait une pathologie psychiatrique. C'est très fréquent qu'il y ait une pathologie psychiatrique. Il faut être attentif aux deux extrêmes. L'extrême de considérer que tout suicide de la personne âgée, parce que plus facilement toléré par la société, on le maquille sur le terme suicide philosophique, parce que souvent ce n'est pas le cas. Il y a une détresse derrière, qui est une détresse avec des éléments dépressifs. Comme l'autre extrême, qui considérait que toutes les personnes doivent être sous un dépresseur parce que dès qu'ils expriment de telles velléités. Il faut tenir compte que les personnes âgées sont aujourd'hui, dans la plupart des pays européens et aux États-Unis également, parmi les plus grands consommateurs, avec une fréquence très importante d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. La prescription s'est banalisée pour toutes les tranches d'âge, mais beaucoup plus pour les personnes âgées.
comme si on considérait globalement comme société qu'on doit quelque part avoir un rôle de substitution à travers la chimie pour une certaine absence de bonheur. Et là, je pense que c'est une pente qui peut être glissante. C'est ça, ou l'absence de liens sociaux pour pallier tous ces problèmes. Voilà. J'ai peut-être une dernière question à vous poser. Vous avez fait allusion à l'acceptation sociale du suicide des personnes âgées. Qu'en est-il cette acceptation sociale? Elle semble relativement, enfin, ça semble relativement accepté, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Au niveau des familles, au niveau de l'entourage proche, ce n'est pas accepté. Et il y a un vrai intérêt souvent d'avoir la personne âgée dans le cercle familial. Je dirais, rapidement, on peut avoir une position abstraite, je dirais, une position, je dirais, conceptuelle autour du sujet de la personne âgée, qui dirait qu'une vie à 80 ans vaut beaucoup moins qu'une vie à 16 ans par rapport à la perspective qu'elle se donne. Mais dans la déclinaison, qui est la déclinaison de la famille, du noyau, où les rapports se tissent, non, ce n'est pas accepté. Et il y a eu, dans la plupart des pays, des campagnes importantes de prévention du suicide et d'aide pour gérer ça à travers de mettre en place des structures communautaires et aussi ambulatoires de prise en charge psychiatrique pour les personnes âgées dans la plupart des pays européens et aux États-Unis. D'accord. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci.